Bah, il y avait, y compris, non mais disons-le clairement, parce que bon maintenant c'est plus un tabou, parce que tu sais que cette info, les gens ne le savent pas vraiment, là t'as balancé ça comme ça, bon moi je m'en fous, il n'y a pas de problème, mais bien sûr c'est officiel, et les gens ont fait une standing ovation intéressante, y compris, on peut témoigner des responsables de l'UPR qui étaient là, parce que c'était un moment un peu, je trouve parce magique, fallait pas, fallait le cacher, c'était magique. Bah, bien sûr, bah, oui, tout le monde avait les larmes aux yeux, voilà. Il fallait cacher ça. Ah bah écoute, ça Qu'aux journées d'été de l'UPR, là l'Assemblée a fait une standing ovation à Thierry Messant. Puis il y avait un type à la caméra, il avait un t-shirt vérité pour l'an septembre, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, donc puis en discutant avec les gens comme ça, au casse-croûte, on voyait bien quoi. Et on voyait bien que l'entrée dans ce qu'on peut appeler plus ou moins la dissidence, maintenant je ne sais pas trop ce que ça veut dire, elle s'est faite par là. Donc, et la coupure avec les électeurs peut se faire par là. Jean-Marie Le Pen, lui, il a bien pris position sur le 11 septembre. Oui, uniquement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il a bien dit que c'était un inside job. Donc au Front National, même si Marine Le Pen n'a pas pris position, Jean-Marie Le Pen a pris totalement position là-dessus. Mais Mélenchon, non, si tu vas lui dire c'est pas Ben Laden à Mélenchon, il va te traiter de fasciste. Oui, évidemment. C'est sûr. Justement, alors tiens, il y a quelqu'un qui me fait une remarque super intéressante, puisqu'il me dit si la seule différence entre le programme du FN et le Front de gauche, c'est l'immigration, peut-on dire que le FN, c'est le Parti communiste de Marchais? Non, je trouve ça super intéressant parce que tu sais très bien, toi qui es un ancien communiste, je vais pas t'apprendre ça. Donc forcément, voilà, c'est pour ça que j'aimais bien Marchais et puis je l'aime mieux encore mort que vivant. Qu'est-ce que t'en penses de ce qu'ils disent? C'est hyper intéressant. Non, c'est pas idiot. C'est-à-dire, on s'aperçoit aujourd'hui. D'ailleurs, mon pote Grégory, je sais pas s'il m'écoute, Grégory, il a repassé sur Facebook plein d'interventions de Marchais. Ouais. Il en a passé un Paxif. Et puis, alors, évidemment, on voit le décalage complet entre le discours de Marchais et puis la gauche de merde d'aujourd'hui. Ah non, ça n'a rien à voir. Il serait classé d'extrême droite, Marchais, aujourd'hui. Non, très sincèrement. Il est pour la France, alors il dit il faut produire français, il y a trop d'immigrés parce que vous venez concurrencer ça fait le dumping social. Lui, il parlait de ça dans les années 70, déjà, il avait compris déjà. Il faut voir que c'était avant qu'on nous parle de concept de mondialisation, etc. Voilà, il parle qu'il faut renforcer l'armée, il parle de la France, il parle de patrie, il parle de nation. Mais moi, quand j'étais, je me souviens quand j'étais communiste, tout ça, ça me paraissait mais d'une logique absolue. C'était vraiment les valeurs du PC. C'était les miennes. Moi, j'étais en pleine phase avec ça, si tu veux, parce que le Parti communiste. Moi, j'ai adhéré au Parti communiste en 1963. Je suis vieux. À l'époque de De Gaulle, t'étais un anti-gaulliste. J'étais un anti-gaulliste contre le pouvoir personnel. Voilà, donc j'étais un anti-gaulliste. Bon, c'était des cons, c'est comme ça. Et moi j'ai adhéré sur la guerre d'Algérie, c'est-à-dire j'ai manifesté pour l'indépendance de l'Algérie, donc j'ai adhéré au Parti communiste sur l'indépendance de l'Algérie, sur les manifs d'ailleurs qu'il y avait en ce moment. Et donc celui qui a fait mon adhésion au Parti communiste, c'est le colonel Rol-Tanguy. Il est connu. Le colonel Rol-Tanguy, il commandait les FFI de Paris. Oui. Bon, un personnage, tu le regardais, t'étais comme ça. C'est un grand personnage. Et donc, le Parti communiste, à l'époque, faisait beaucoup de conférences sur la résistance, avec Rol-Tanguy, puis d'autres. Et donc, quand j'ai adhéré au Parti communiste en 1963, la plupart des cadres étaient d'anciens FTP. Tu vois, il y avait Georges Valbon, à Bobigny, d'où je venais. Il y avait Niles à Drancy. Tous les cadres du PC, c'était des mecs qui avaient tenu des flingues et des stènes. Tu vois, donc t'imagines qu'ils n'avaient rien à voir avec Pierre Laurent, quoi. C'est pas du tout, il n'y a rien à voir, ni de près ni de loin. Les mecs s'étaient engagés par patriotisme. L'oncle de mon épouse a adhéré au Parti communiste en 1942. Son espoir de survie devait être de 3 mois.
lui, il n'en avait rien à foutre du socialisme. Il voulait se battre pour libérer la France. Donc les communistes de cette époque-là, c'était des patriotes, c'est tout. Donc maintenant, c'est des petits cons. C'est plus rien, c'est des tas de... Bon, je vais être poli. Je vais être méchant parce qu'il y a des communistes qui ne regardent. Non mais clairement, clairement non mais vraiment pour l'avouer, aujourd'hui il marchait. Il serait d'extrême droite. Il serait taxé d'être. Il serait taxé de rouge brun. D'être un rouge brun. Pour utiliser leur expression de novlangue. Les termes, parce que il m'est arrivé quand j'avais encore quelques cocos qui me suivaient sur Facebook, ils sont tous partis, les connards. Et donc il y en a un qui m'a taxé de rouge brun, que c'est moi qui avais détruit des gens comme moi qui avaient détruit le PC. Ben, moi, quand j'étais secrétaire d'arrondissement du 10e arrondissement, hein, le Parti communiste, il faisait 21% des voix. Il y avait dans le 10e arrondissement, il y avait 1000 adhérents. Rien que dans le 10e arrondissement de Paris. Ouais. Donc alors maintenant qu'ils aillent se faire voir. Hein, c'est eux, c'est leur putain de mutation. Bah oui. Le parti il a sombré avec Robert-Hue et le traite, t'as vu c'est quoi il y a le fameux épisode, ils ont organisé des comment on appelle ça, un défilé Prada au Parti communiste. Ouais, défilé Prada. On l'a appelé le parti Shabada. Ah ouais, non, mais... Parti Shabada. C'est complètement... c'est quoi, ils sont fait infiltrer? Qu'est-ce qui... Parce que c'est... Non, mais bref... Parce que moi, on m'a dit Robert Rue, c'était un trotskiste de l'époque. C'est des gens qui ont perdu le sens de l'analyse politique et le sens de classe. Ils ont perdu. C'est des gens qui étaient incapables, finalement, de faire une analyse politique. Ils sont incapables de voir qui est quoi et comment que ça fonctionne. Hein. Alors que Thierry Messant, moi j'étais communiste, Thierry Messant, lui, il était au Parti radical de gauche. Tu vois, au PRG, hein, ouais. Il était au PRG, mais c'était un républicain. Mais Thierry Messant, il a toujours été capable d'avoir une analyse politique, alors que il y a beaucoup de communistes qui ont perdu ce sens de l'analyse politique, ce sens de l'analyse marxiste, pour revenir finalement à un moralisme. Oui. Hein, c'est le moralisme de la pseudo-gauche qui a pris le dessus. Ce sont des valeurs, si tu veux, comme on parlait tout à l'heure, c'est non plus des valeurs d'analyse, mais en fait des valeurs morales sur les mœurs. Voilà, mais ils ont abandonné. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont abandonné aussi le combat national? C'est pas aussi... Oui, ah bah bien sûr qu'ils ont abandonné le combat national. Ils ont abandonné le combat national. Hein, nous, quand de mon temps, quand il y avait des meetings, un drapeau français, un drapeau rouge, on chantait la Marseillaise et l'internationale. Voilà, maintenant tu chantes l'internationale, tu te fais casser la gueule. Ah, la Marseillaise, ah oui, puis c'est avec un drapeau rouge. Voilà, si tu veux, voilà. Et voilà pourquoi votre fille est muette, comme dirait Molière dans Le Médecin malgré lui. En fait, et voilà pourquoi Mélenchon, il s'est écroulé. Il s'est écroulé. Aussi, il faut dire que les cocos l'ont bien aidé à se faire écrouler là-dedans. Est-ce que des partis comme, on va dire, comme l'UPR et les analyses de François Asselineau, quand même, qui sont assez percutantes sur l'Union européenne, ça n'a pas fait bouger les lignes de tous ces partis anti-européens qui ont dû un peu plus se positionner? Parce qu'on l'a vu au FN, clairement. Oui, moi, je vais pas faire la fine bouche. J'ai vu des responsables du FN venir. J'ai vu que clairement, il s'accapare le discours de l'UPR, hein, on va pas se mentir. On a vu Marine Le Pen brandir dans Parler des actes une fiche d'analyse de l'UPR. Enfin, vraiment, le FN s'accapare le discours de l'UPR. Et à le front de gauche, bon, ils traitent l'UPR de fascisme, mais ils savent que tout ce qui est dit est vrai, et donc ils suivent quand même. Je sais que les mecs du front de gauche suivent les analyses. Ah oui, les gens, oui. Les analyses, oui. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux plus raconter de conneries aux gens. C'est pour ça que je dis à Marine de faire attention. On peut plus raconter d'histoires comme avant. Hein, maintenant, tu as l'information, tu te colles sur Facebook, sur Meta TV, sur l'Internet, et tu as à ta disposition des informations, sur quoi les jeunes font beaucoup. Oui. Hein, les jeunes, il ne faut plus leur raconter d'histoire, quoi, à ces jeunes-là. Tu vois, hein, mais moi, je me fais des fois traiter de vieux con sur Facebook, donc il faut que je fasse gaffe. Donc voilà, donc il faut être sérieux dans ces années, très sérieux.
Hein. Faut pas raconter d'histoire. Et justement, alors on me dit aussi, ça c'est vrai, Nicolas Dulotte qui me dit, est-ce que il n'y aurait pas une orchestration un peu aussi de cette montée du FN qui pourrait profiter justement à l'UMPS? Parce que il y a quand même une chose qui est vraie, c'est que on sait que si dans une élection demain tu mets Marine Le Pen face à n'importe qui, en gros c'est n'importe qui gagne. Bien qu'avec ce qui s'est passé en élections européennes, on ne sait pas. Mais en gros c'est un peu ça on sait le scénario préféré. Oui, moi j'ai une réponse, c'est possible. Mais quand je vois les pertes de voix monumentales du PS et du Front de gauche, je m'aperçois que maintenant, les partis politiques et les hommes politiques ne sont plus propriétaires des voix des gens. Ouais. Hein? Voilà, c'est tout. Donc, moi, je suis persuadé que si le Front National se met à faire des conneries, il va s'écrouler comme le Front de gauche, et du jour au lendemain. Et il suivra le même chemin. Voilà. Donc maintenant, ces politiciens, il faut qu'ils fassent très très attention, il faut qu'ils regardent mes graphiques. Regardez mon graphique sur les pertes en pourcentage, et vous verrez que ceux qui ont perdu, c'est ceux qui ont été à rebrousse-poil par rapport à leurs électeurs. Ils n'ont pas fait ce que leurs électeurs attendaient. Alors, voilà. Il y a une question qui fâche. On me dit, c'est vrai que François Asselineau dit que le FN est financé par la CIA. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Alors, pour resituer les informations, non, parce qu'il y a quand même des informations. Il y a un certain Serac qui était député du FN, qui a, semble-t-il, financé le FN dans les européennes de, je sais plus, c'était alors en 92, il me semble, et puis qui a été député pour le FN. Et ce monsieur, qui est le neveu de l'ancien patron du CNPF, a, semble-t-il, fait, et ça, pour le coup, j'ai vérifié, c'est tout à fait exact, il était représentant de la secte Moon en France, il en faisait la promotion. Et la secte Moon, c'est un faux-né, apparemment, de la CIA en Corée, tout le monde le sait. Il a une très bonne réponse à fournir. Tous les partis sont financés par la CIA, de A à Z, il n'y en a pas un seul qui ne le soit pas, je parle des grands partis. Donc tu vas demander à Jean-Marie Le Pen si le FN a été financé par la CIA, il va te dire oui. Parce qu'à un moment donné, d'abord, comme j'ai dit, les Américains, ils ont financé tous les partis. Oui. Leur truc, c'est de mettre des œufs dans tous les paniers. Ça, on verra, comme ça, j'ai la droite, j'ai la gauche, on s'en fout, celui qui sort, de toute façon, c'est à moi. La preuve en est. Tu peux voter pour qui tu veux. La politique qui est faite par Sarkozy ou par le PS, c'est strictement la même. Et si tu avais Mélenchon au pouvoir, ce serait la même aussi. Bon, donc, si tu veux, cet argumentaire, il tient pas. Maintenant, j'ai dit que les voix n'appartiennent pas aux partis et les gens sont capables de donner leur voix et de ne pas leur donner. Ce qui importe, à mes yeux, c'est l'image que donne un parti et ce pourquoi les gens votent pour cette image. Tu vois? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le FN a donné une image contre l'UE, anti-impérialiste, il n'est pas rentré dans la russophobie hystérique des autres, tu vois. Oui, ça fait ça un peu anti-système. Les gens, ils ont voté pour cette image. Ils n'ont pas voté pour la SARL Le Pen. Donc ils s'en contre-foutent. Ils ont voté pour l'image que le Front National a réussi avec beaucoup d'efforts à donner de lui. C'est pour ça que cette image-là, eh bien, elle est fragile, parce que les gens peuvent avoir une impression différente après. Voilà. Alors, financé par la CIA, oui, comme tous. De A à Z, ils sont tous financés par la CIA, les Américains, tout ça. Donc, il n'y a rien qui change de plus par rapport au reste. Oui, voilà, il y a même ce qu'on dit, parce que c'est vrai que Marine Le Pen s'est exprimée sur le sionisme, elle a eu des propos aussi dans le journal Haaretz, où elle a déclaré que le Front National a toujours été sioniste, Louis Alliot aussi se déclare sioniste, etc. Donc, alors, il y a un moment donné, les sionistes ont essayé de s'associer avec l'extrême droite européenne. Ils se sont dit, tiens, c'est peut-être une bonne affaire. Si cette extrême droite reste ce qu'elle était, c'est-à-dire atlantiste, comme elle a toujours été, anti-russe,
comme elle a toujours été. Et donc, ils ont pensé qu'il serait bon de promouvoir l'extrême droite et de promouvoir l'islamophobie, parce qu'ils se sont dit, extrême droite égale islamophobie. Ouais. Donc, les sionistes ont essayé effectivement de prendre des contacts avec ces gens-là et de tous les partis d'extrême droite pour booster l'islamophobie. Et donc, Marine Le Pen est un peu quand même dans ce trip. Elle se remet dans cette ligne sur certaines déclarations comme elle a faites là, comme elle avait fait au moment de l'affaire Mera, comme une fois aussi elle avait déclaré... C'est pour ça qu'elle est sur le bord. Voilà. Elle est sur le bord. Fais attention Marine, t'es sur le bord. Elle avait dit oui, les jeunes de banlieue sont antisémites, quelque chose comme ça. Oui. Exactement. Exactement. Donc tout n'est pas clair, effectivement, dans le jeu du Front National, et qui joue encore dans le registre de l'islamophobie, et que ce registre est mauvais. C'est un mauvais calcul. Les Français ne seront jamais pour une guerre de religion en France. Jamais. Jamais. Ça fonctionnera pas. Jamais. Il y a une frange. Oui, mais pas la masse des Français. La masse des Français, elle est républicaine, elle est pour la laïcité, elle est contre les guerres de religion, et ça, il faut que ça c'est un atavisme sur lequel tu ne peux pas sortir. Si tu sors de là, bah, tu vas te faire jeter. Donc voilà. Alors il y a une petite frange, oui, qui est peut-être contente qu'on critique les bougnoules. En plus, il y a beaucoup maintenant de maghrébins ou des gens de Français d'origine maghrébine qui sont en général des gens beaucoup plus politisés que la moyenne. Il faut voir, moi dans mes amis Facebook, j'ai quand même une page extrêmement politisée. Dans mes amis Facebook, les noms maghrébins, c'est un tiers, voire la moitié, si tu veux. Puis je discute avec les gens, avec des Ali, des Mohamed, des Tariq, des machins. C'est eux qui ont souvent des analyses les plus fines politiques. Donc tu ne peux pas rejeter ces gens-là. Et donc on a vu ces derniers jours avec l'affaire Volkswagen de Bruxelles, hein, aïe, ça a commencé. Tu as les identitaires qui ont commencé à se friter avec les gens d'origine maghrébine. Alors que quelques jours avant, tout le monde était content de l'anti-impérialisme, tu vois. Ouais. Tu sais, le tour était joué, c'était fait. Tu vois. Hein, ils font pas des false flags comme ça pour rigoler, ils les font pour... Et ça marche, ça marche. Ouais. Bah, c'est fait ça pour. Ça marche, et les gens ont commencé par s'engueuler, si tu veux. Ben, on va faire une petite pause, hein, de toute façon, et puis après, et on reviendra sur l'Ukraine, on va revenir comme ça, on va parler de l'Ukraine au retour, parce qu'en plus on me dit, alors l'Ukraine aussi, bah oui, mais... chaque chose a son temps. Si tu me laisses causer... Non, mais c'est pas grave, il fallait qu'on parle de ces élections européennes, c'est très bien, et puis on va reparler de l'Ukraine juste après. Voilà, on fait juste une toute petite pause, on revient. Vous avez le temps, on va boire un petit thé, puis on revient. Un petit coup. Allez, à tout de suite, à vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne avec Alain Benajam. Et cette deuxième partie, on va aborder le sujet de l'Ukraine et la situation qui se dégrade de jour en jour. Alors, cette situation en Ukraine... Tu dois l'avoir sur les photos sur ta... Moi j'ai pris, voilà, j'ai ça, voilà. Bon, alors... Petit lien, voilà, sur le bombardement de Lugansk, de Slaviansk. Alors, je sais pas par quoi tu... Non, mais je sais pas, j'ai des photos, j'ai dû les donner à la régie, j'ai dû faire une copie là-dessus. Bon, la régie va nous passer des photos. Bon, donc, on va reparler donc de l'Ukraine. À la situation d'aujourd'hui, ça fait notre 3e ou 4e émission là-dessus, et là, depuis la dernière fois, la situation a évolué d'une façon un petit peu dramatique, parce que la dernière fois, il y a eu quand même l'affaire d'Odessa, et puis le massacre, mais la guerre ne s'était pas réellement engagée. Là, il y a une guerre réelle qui s'est engagée entre les forces d'autodéfense et une composition militaire de Kiev, alors qui n'est plus
qui n'est pas l'armée ukrainienne, hein, puisqu'on a vu lors d'un de mes passages que l'armée ukrainienne, finalement, avait refusé de tirer dans la foule. On avait vu ces gens se rassembler autour des chars, et puis ces pauvres soldats qui pleuraient, qui disaient « ben non, on ne va pas tirer sur vous », etc. Et puis, finalement, les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui sont à la direction de cette affaire, le couple de nazis n'est là que pour obéir aux ordres, et donc les États-Unis, à chaque fois, ils envoient ils envoyaient le mec de la CIA, ils envoyaient maintenant, ils ont envoyé un responsable du département d'État ou de la sécurité extérieure, hein, qui s'appelle Rochelle ou Rochet ou quelque chose comme ça, pour conduire les opérations. À chaque fois, ils en envoient un autre, et à chaque fois, c'est un bide, et ils en envoient un autre. Et à chaque fois, c'est plus violent. Donc là, on a assisté ces derniers temps à des combats extrêmement violents, et surtout à des actions, on va dire, radicalement en dehors des règles de la guerre, qui sont menées par les troupes de la junte de Kiev, et par une attaque délibérée contre des civils, des bâtiments civils, et même, pour marquer un peu plus les esprits, à des attaques contre des bâtiments, des enfants, des écoles, des hôpitaux, un orphelinat, etc. Attaques qui sont faites expressément à la fois pour terroriser les gens, comme ils le font partout, c'est leur tactique, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait en Syrie, et comme ils l'ont fait à Odessa par le massacre des gens. On veut instituer la terreur. Alors ils traitent les autres de terroristes, j'en ai mort de rire, parce que eux, ils ont cette politique terroriste qui est sciemment terroriste, hein, qu'on voit des écoles avec des impacts d'obus qui ont bien frappé l'école ou l'orphelinat avec des trous. Donc on voit bien que ce ne sont pas des erreurs, et que on a voulu expressément frapper les civils dans cette affaire. Et donc on a vu plusieurs types d'exactions comme ça. Hein, donc je sais pas si parce qu'ils bombardent un peu presque à l'aveuglette, c'est ça. Ils bombardent presque à l'aveuglette. Hein. Si tu peux nous passer, oui, voilà, la photo où on voit un enfant mort, la tête éclatée, hein, si tu peux nous la passer. On passe pas ici des... il aurait fallu que je puisse les avoir là. Bon. Si tu me les passes, bon. Je les mets. Donc, voilà. Et si il nous les passe, les vues, là, il va les mettre, ça marche Steph. C'est franchement utile. Comment? Ouais, parce que la vue, elle est terrible, ouais, je sais. Mais bon, ça voilà. apporte quand même dans le débat pour voir, quand même montrer aux gens la réalité, parce que ces images-là, on les verra pas BFM. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est un peu bonheur, mais bon, pour montrer quand même... Il y a des images et des films qui ont été censurés par YouTube, et donc on voit, il y a des cas où des miliciens ont carrément tiré au pistolet sur des enfants, quoi. Hein, donc on voit que ces miliciens, pour bien comprendre, parce que tu sais, il y en a qui arrivent, qui on va y aller par élément. Voilà. Donc il ne s'agit plus d'armée régulière, il s'agit de milices qui sont ce qu'ils appellent eux la garde nationale, ouais, qui a été composée à la hâte. C'est une milice qui est toute récente, hein, qui est composée à la hâte, essentiellement de militants d'extrême droite et de Pravi Sector, qui se sont engagés et qui ont été armés avec les armes de l'armée. On leur a fourni les équipements et... Ouais, en gros, on a dépouillé l'équipement de l'armée ukrainienne pour le refiler à cette espèce de garde nationale. Ils appellent ça la garde nationale, qui a été formée sur le tas.
Voilà. Il y a ça, il y a le bataillon, alors il y a des bataillons qui ont été créés à la hâte, comme le bataillon Dniepr, hein, de l'oligarque juif Kolomoïski, hein, de Dniepropetrovsk, et donc lui il finance ce bataillon de Dniepr. Il y a un bataillon qui s'appelle Donbass, hein, et ils sont en train de monter un bataillon qui s'appelle Donetsk et Lugansk, hein, ils prennent les noms du coin. Et donc ce sont des bataillons qui sont composés de volontaires non professionnels et vraisemblablement encadrés par des professionnels, parce qu'il faut utiliser des armes modernes et que ces abrutis ne sont là que pour servir de chair à canon. Alors, qu'il y ait il y a des contracteurs, bien sûr, on a vu des Polonais, des Baltes, certainement des États-Uniens, qui sont là pour encadrer cette racaille de caniveaux. Voilà. Et puis on les a vus j'en ai parlé la dernière fois, dans l'affaire de Mariupol, quand ils ont débarqué dans la ville, hein, et puis qu'ils ont tiré un peu partout. On a vu ces gens-là qui ne savaient même pas tenir leur Kalachnikov correctement et qui ont finalement tiré dans la foule. Donc voilà. Donc ils ont engagé un grand nombre de ces individus, certainement avec quelques militaires pour l'encadrement, des mercenaires et des mercenaires, et ça fait quand même une belle troupe, équipée de matériel militaire, même si c'est du matériel soviétique qui date. C'est quand même un matériel qui est engagé contre des gens qui n'ont que des armes légères ou contre des civils. Donc c'est un matériel quand même assez dangereux qui est composé de véhicules blindés de personnel, les fameux BTR-80, ces véhicules à 8 roues dans lesquels il y a 8 mecs dedans. Il y a ces blindés légers qu'on a vus partout, qui sont des transports de troupes, d'éclaireurs aéroportés, ces petits blindés plats qu'on a vus. On a vu un peu partout, hein. Tout ça c'est du matériel soviétique des années 60, mais c'est du matériel quand même assez bien élaboré, parce que tous ces véhicules blindés comportent des armements différents. Alors il y en a qui comportent une mitrailleuse lourde, d'autres un mortier de 120 quand même, hein, un obusier, d'autres qui comportent un canon carrément, et donc en fait, ça fait des armes extrêmement dangereuses. Et donc ils ont amené aussi des canons automoteurs, hein. Ouais. Il y a des hélicoptères aussi. Des canons automoteurs, des chars, des fameux hélicoptères Mi-24, donc cette espèce d'engin bardé de roquettes, de canons à tir rapide, et qui sont extrêmement dangereux. Dangereux et vulnérables à la fois, comme tout hélicoptère. Et aussi, ils utilisent des jets, hein, des Sukhoi 25, qui ne sont pas d'une prime jeunesse, mais pour tirer contre des civils, ça marche toujours. Donc voilà, donc ils ont quand même toute cette armada, et en face, il y a les milices d'autodéfense qui sont 10 fois moins nombreux, hein, ils se battent à moins de 1 contre 10, et qui n'ont pas grand-chose, si ce n'est que quelques petits véhicules blindés qu'ils ont pris à l'ennemi, des armes légères dont certaines datent de la dernière guerre, et des armes individuelles. Ils ont quand même on va voir quelques mitrailleuses ou canons antiaériens bitube qu'on leur a donné, peut-être les Russes leur ont offert, et ils ont aussi quelques manpads,
Hein, c'est surtout ça qui... Donc les manpads, pour rappeler ce que c'est, pour ceux qui savent pas. Alors les manpads, il va nous trouver ça, notre ami. Les manpads, on les voit... donc c'est IGLA, hein, tu regardes les gens qui ont équipé de IGLA. Voilà, alors je sais pas, il va nous trouver ça. Hein. Il faut qu'il cherche et qu'il nous trouve. Voilà. Hein, j'ai une photo qui s'appelle Vostok IGLA. Hein, c'est le bataillon Vostok. Hein, on voit 3 mecs qui ont ce fameux IGLA qui a été quand même évalué comme étant supérieur au Stinger états-unien. Ouais. Hein, et donc qui tire une roquette à terre chercheuse thermique. Il faut 2000 degrés pour tirer ça. Et donc la roquette va aller chercher sa cible. Alors surtout pour les hélicoptères, les hélicoptères et surtout les jets. Et les jets. Ouais. Voilà, faut 2000 degrés quand même, hein, ça va vite, ça. Hein, ça va vite pour attraper le jet aussi. Ah, ça va très très vite, oui. Ouais. C'est fait pour attraper des aéronefs qui volent assez proches, hein, mais qui volent à 2000 mètres, par exemple, parce que l'aéronef doit quand même, dans une attaque au sol, descendre très bas, et donc ça, c'est très dangereux. Ils ont abattu un Su-25 hier avec ça. D'accord. Hein. Donc, d'ailleurs, on me demande si c'est vrai que le gouvernement ukrainien cache des réelles pertes de la garde nationale. Alors, si tu veux, je ne sais pas qui c'est qui a dit que en guerre, la première chose qui a perdu, c'est la vérité. Ouais. Voilà, donc chacun, évidemment, cache ses pertes. Alors, il y a une discordance énorme entre les évaluations des milices d'autodéfense qui évaluent à peu près entre 1000 et 1200 morts côté des agresseurs, et les autres qui disent voilà, on a eu 50 tués. Bon, si tu veux, ça, il n'y a aucune relation entre ce que disent les uns et les autres. Donc on ne peut pas savoir. Hein, on sait que les milices d'autodéfense admettent d'avoir eu de très lourdes pertes et n'ont pas démenti le fait qu'ils aient eu environ 500 morts, ce qui est quand même énorme. Mais bon, il faut voir que devant les hélicoptères de combat, c'est pas facile de rester vivant. Donc on peut voir donc les armements de ces milices d'autodéfense. Alors là, ici, on voit le bataillon Vostok. Hein. Bataillon Vostok, ce sont des volontaires russes. Oui. Hein. Alors on dit oui, est-ce que la Russie intervient? Elle n'intervient pas. La Russie n'intervient pas et la Russie n'interviendra pas. Donc c'est clair, net et précis. Elle n'interviendra pas. Et par contre, il y a des volontaires de tous les pays qui interviennent. Ils sont absolument libres de le faire. Et il y a pas mal de Russes de nationalité qui sont venus combattre et qui ont amené avec eux un certain nombre d'armements. Voilà. Dont ces fameux combattants du bataillon Vostok, parce que il y a eu un combat sévère dans la tentative de prise de l'aéroport de Lugansk. Ouais. Hein, c'était quand? Il y a samedi ou dimanche, je ne sais plus, et que les ministres d'autodéfense n'ont pas réussi à prendre l'aéroport et ont eu des très lourdes pertes. Ils ont eu environ 50 morts, et que parmi ces 50 morts, il y avait 30 Russes. Hein, donc il y a des Russes, on va pas se cacher, il y a des Russes qui sont venus combattre, mais il y a des Russes, il y a des Tchétchènes, voilà, des Français, des Polonais, il y a un groupe de Polonais qui est arrivé, il y a un groupe d'Allemands qui va partir, et donc il y a des gens d'un peu tous les pays qui vont partir combattre. Ça ressemble au voyage international 1930. Ça ressemble un petit peu. 1936, là, enfin, je sais pas. Voyage international, parce que, donc, pour des raisons politiques, la Russie n'interviendra pas, parce que il faut revenir sur les raisons
Alors pourquoi la Russie n'interviendra pas? D'ailleurs, on nous pose la question. Alors, pourquoi? C'est vrai, pourquoi ils n'interviendront pas? On va revenir à la Crimée. Ouais. Pourquoi la Russie a voulu annexer la Crimée avec, d'ailleurs, on ne va pas parler d'annexion, ça s'est fait avec la volonté expresse du peuple criméen qui a été appelé aux urnes et qui a voté à une très très large majorité le rattachement à la Russie. On sait que les États-Unis étaient tout à fait prêts à s'installer en Crimée à la place de la flotte russe. C'était ça le but de l'affaire. Le but de l'affaire, c'était que les Américains ont pris une piquette devant les côtes de Syrie, on a fait une émission là-dessus, et ils se sont dit, nous, notre principal adversaire, aujourd'hui, c'est la flotte russe. Hein? On s'est fait avoir par la flotte russe, donc c'est notre ennemi, il faut faire quelque chose contre la flotte russe, donc on va déjà lui piquer sa base. Hein? Et donc, cette Euromédène avait aussi pour but d'installer l'OTAN en Ukraine, de virer la flotte russe et d'y installer la flotte américaine. Tout était prévu. D'ailleurs, les navires états-uniens, tout le monde devant le fait accompli. Il a été quand même, j'ai envie de dire, un génie diplomatique sur cette affaire, Poutine. Comment ? Il a eu un génie diplomatique. Oui, bah, il n'est pas mauvais, hein. Il n'est pas mauvais de ce côté-là. Mais les choses étant maintenant que la Russie est bien installée et mener une guerre civile n'est pas du tout dans l'intérêt de la Russie. Hein. D'autre part, si tu veux, l'autre grande action de cette guerre est de vouloir couper radicalement tout contact entre l'Union européenne et l'Union douanière eurasiatique de Poutine.